Un esprit faible se désintègre à la première tempête. Un esprit fort, en revanche, se trempe à chaque coup, comme l'acier forgé entre les flammes. La différence ne réside pas dans la chance, ni dans ce qui se passe là-bas. Elle réside dans ce que vous faites de ce qui se passe. Personne ne naît mentalement fort. Cette force se construit, s'entraîne, s'exige. Il ne s'agit pas de belles phrases ou de motivation vide. Il s'agit de caractère. Cette vidéo ne cherche pas à vous divertir. Elle cherche à vous déranger, à vous réveiller, à vous pousser à regarder ce que vous ne voulez pas voir. Parce que tant que vous continuerez à blâmer le monde, les gens ou le passé pour votre état mental, vous resterez prisonnier de l'extérieur. Le stoïcisme le rend clair. Vous ne pouvez pas contrôler le monde, mais vous pouvez maîtriser votre réaction. Et cette maîtrise change tout. La force mentale ne se voit pas, mais se ressent. C'est cette voix intérieure qui, au milieu du chaos, ne crie pas, mais ne se tait pas non plus. Elle agit simplement, fermement, sans besoin de validation. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais de l'utiliser. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir la peur, mais de ne pas laisser la peur vous diriger. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de l'affronter avec un esprit clair et une volonté ferme. Chaque leçon que vous trouverez ici est conçue pour cela, pour que vous arrêtiez de fuir et commenciez à vous entraîner. Cette vidéo est un manuel de guerre interne. Un guide stoïcien pour ceux qui en ont assez de se briser et veulent enfin se construire. Peu importe où vous en êtes, si vous décidez d'écouter avec ouverture, vous finirez plus fort. Non pas à cause de ce que dit cette vidéo, mais à cause de ce que vous décidez de faire après l'avoir écouté. C'est la véritable transformation. Et elle commence maintenant. 1. Fais de la difficulté ton maître et non ton ennemi. Le fer le plus résistant ne naît pas ainsi. Il est façonné à coups de marteau, sous une chaleur extrême, tordu encore et encore, jusqu'à ce que sa forme devienne une force. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. La douleur, la pression, le rejet, l'incertitude ne viennent pas pour te détruire, ils viennent pour te façonner. Mais seulement si tu cesses de voir la difficulté comme une menace. Seulement si, au lieu de te plaindre, tu décides d'apprendre. Celui qui fuit les défis ne découvre jamais qui il est vraiment. Celui qui les affronte, même s'il tremble, commence à construire quelque chose que personne ne peut lui enlever. Beaucoup de gens passent leur vie à maudire les épreuves, comme si le monde leur devait le confort, comme si l'inconfort était un défaut du système. Mais c'est tout le contraire. L'inconfort est le système. Le problème n'est pas la difficulté, c'est ton interprétation de celle-ci. Tu crois que parce que quelque chose fait mal, alors c'est mal. Tu crois que parce que quelque chose est difficile, alors ça ne vaut pas la peine. Et là, tu t'affaiblis. Le stoïcisme enseigne que les défis ne bloquent pas la voie. Ils sont la voie, car chaque difficulté est une leçon déguisée. Un maître qui, bien que sévère, a pour seul objectif ta croissance. Tu ne peux pas développer de force sans exigence. Personne ne devient fort en courant seulement quand il en a envie. Personne ne se construit en évitant la critique, le rejet ou l'effort. Se construit celui qui décide de rester quand tout lui dit d'abandonner. Se construit celui qui comprend que la douleur n'est pas l'ennemi, mais l'avertissement que tu sors de ta zone de faiblesse. Car chaque fois que tu fuis quelque chose d'inconfortable, tu renforces une partie de toi qui veut rester faible. Et chaque fois que tu l'affrontes, même si tu échoues, tu envoies un message interne. Je suis prêt à grandir. Sénèque disait que la difficulté renforce l'esprit comme le travail renforce le corps. Et il le savait par expérience, pas par théorie. Car vivre avec philosophie n'est pas répéter de jolies phrases, c'est appliquer de la discipline quand la vie devient rude. C'est ne pas avoir besoin que tout soit parfait pour rester ferme. C'est accepter que tu seras souvent fatigué, confus, désavantagé. Mais même là, tu peux répondre avec intégrité, avec concentration, avec courage. Et cela, même si le monde ne le voit pas, te rend dangereux pour la médiocrité. Tu n'as pas besoin de demander à la vie d'être plus facile. Tu as besoin de te demander à toi-même d'être plus fort. Et cette force commence quand tu cesses de voir les problèmes comme des obstacles et que tu commences à les voir comme des entraîneurs. Ils ne viennent pas pour te freiner.
Ils viennent pour te préparer. Ils ne viennent pas pour te blesser. Ils viennent pour te montrer de quoi tu es fait. Certains s'effondrent face à une perte, d'autres se reconstruisent à partir de celle-ci. Certains sont paralysés par le rejet, d'autres le transforment en élan. Lequel vas-tu être? 2. Sois le gardien de ton esprit. Une forteresse peut être entourée de murs imposants, avoir les meilleures armes et des milliers de soldats, mais si l'ennemi parvient à entrer par négligence, tout est perdu de l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Tu peux avoir du talent, des opportunités, du savoir, mais si tu permets à n'importe quelle pensée d'entrer sans surveillance, tu es en danger. Ce que tu laisses entrer par habitude, par distraction ou par faiblesse, tôt ou tard, devient ce qui te contrôle. C'est pourquoi tu as besoin de devenir le gardien de ton esprit. Pas le spectateur, pas la victime, le gardien. À une époque où tout cherche ton attention, garder l'esprit clair n'est pas un hasard. C'est une tâche quotidienne, les informations inutiles, la comparaison constante, les opinions des autres, les peurs héritées, les blessures non soignées, tout se filtre si tu ne mets pas une limite claire. Celui qui ne sélectionne pas ce qu'il pense finit par être asservi par ce que les autres veulent qu'il pense. Celui qui ne remet pas en question ses pensées leur obéit sans savoir que beaucoup ne sont pas les siennes. Celui qui ne nettoie pas son esprit le remplit de bruit jusqu'à se confondre avec lui. Les stoïciens le comprenaient bien. Marc Aurèle disait que notre vie est ce que nos pensées en font. Cela signifie que l'esprit n'est pas un espace neutre, c'est un terrain fertile ou un champ de bataille, selon la façon dont tu le traites. Si tu le négliges, les pensées négatives poussent comme des mauvaises herbes. Si tu le cultives avec attention, les pensées utiles prennent des racines solides. Et c'est ce qui change ta façon d'agir, de parler, de répondre, car personne ne peut vivre en paix si dans sa tête il y a la guerre. Devenir le gardien de ton esprit, c'est commencer à identifier ce qui t'affaiblit, ce qui te distrait, ce qui te vide. C'est arrêter de permettre que le dialogue interne soit dominé par la critique, la plainte, la culpabilité ou le doute. C'est apprendre à reconnaître que toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Certaines veulent simplement te saboter. Un esprit fort n'est pas celui qui n'a pas de chaos, mais celui qui sait l'ordonner. Ce n'est pas celui qui élimine toutes les pensées négatives, mais celui qui ne leur donne pas de pouvoir. Ce n'est pas celui qui est toujours calme, mais celui qui ne se laisse pas emporter par le tourbillon. C'est pourquoi tu dois t'entraîner à te surveiller, pour ne pas laisser l'automatique prendre le contrôle, pour que chaque pensée qui franchit la porte de ta conscience ait à répondre à une seule question. Est-ce que cela me renforce ou m'affaiblit? Car celui qui ne surveille pas son esprit devient son esclave, mais celui qui s'entraîne à le garder devient libre. Et seuls les libres peuvent construire leur chemin avec clarté. Seuls les libres peuvent agir sans chaînes internes. Sois ce gardien, et deviens l'esprit qui guide, pas l'esprit qui réagit. C'est là que commence la véritable force. 3. Mets toute ton énergie dans ce que tu peux contrôler. L'archer qui est obsédé par le vent oublie l'essentiel, sa précision, sa concentration, sa respiration. La vie ne s'arrête pas pour tes plaintes, ni pour ton anxiété de vouloir tout dominer. Et plus tu essaies de contrôler ce qui ne t'appartient pas, plus tu vas perdre d'énergie, plus tu vas accumuler de frustration, plus tu vas te sentir faible. La force mentale ne se construit pas avec un effort aveugle, mais avec une direction. Savoir sur quoi concentrer ton énergie est le premier acte de sagesse. Trop de personnes vivent piégées par ce que les autres pensent, par ce qui pourrait arriver, par ce qu'elles ne peuvent plus changer. Et cette usure ne produit pas de résultats, elle ne fait qu'alimenter la confusion. L'esprit se toxifie lorsque tu insistes pour vouloir changer l'extérieur avant de maîtriser l'intérieur. Le stoïcisme enseigne quelque chose de simple mais de puissant. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui ne le font pas. Ta tâche n'est pas de forcer le monde à s'adapter, mais de t'adapter pour répondre avec clarté. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te critiquer, mais tu peux décider de ne pas le prendre pour une vérité,
Tu ne peux pas effacer le passé, mais tu peux agir avec fermeté dans le présent. Tu ne peux pas contrôler l'économie, le climat ou les décisions des autres, mais tu peux ajuster ton attitude, ta discipline, ta réaction. C'est déjà plus que suffisant. Et si tu te concentres vraiment sur cela, le reste perd beaucoup de son pouvoir. La force mentale se dilue lorsque tu vis en attendant que tout soit en ta faveur pour agir. Si tu n'es fort que lorsque tout est calme, alors tu n'es pas fort, tu es simplement à l'aise. Le véritable pouvoir apparaît lorsque, même avec du bruit à l'extérieur, tu as de l'ordre à l'intérieur. Non pas parce que tu as le contrôle total, mais parce que tu sais où tu l'as et tu y mets toute ta force. Chaque jour, tu peux choisir entre réagir ou agir, entre gaspiller de l'énergie sur ce qui te dérange ou l'utiliser pour ce qui te construit, entre perdre du temps à souhaiter que les choses soient différentes ou te lever et faire ce qu'il faut. C'est la bataille quotidienne, et elle se gagne avec concentration, pas avec des plaintes. Dirige ton attention comme celui qui aiguise un outil. Arrête de donner ton énergie à ce qui est inutile. Arrête d'alimenter des scénarios que tu ne peux pas contrôler. Reviens à toi. Mets de l'ordre dans ton esprit. Aligne tes actions. Concentre-toi uniquement sur ce qui dépend de toi. Le reste ne mérite pas ton épuisement. Il mérite ton indifférence. Parce que celui qui maîtrise son énergie maîtrise sa vie. Et celui qui maîtrise sa vie n'a plus besoin de contrôler le monde. 4. Transforme chaque obstacle en carburant. Chaque incendie a deux options, consommer ou forger. Entre des mains faibles, il détruit. Entre des mains disciplinées, il façonne le caractère. Il en va de même pour les difficultés. Elles ne viennent pas pour t'arrêter. Elles viennent pour te révéler qui tu es quand tu ne peux plus feindre la force. Et c'est précisément à ce moment-là, quand ça fait mal, quand ça brûle, que tu décides si tu vas te briser ou transformer ce feu en élan. Au lieu de réagir par des plaintes, comme tant d'autres le font, tu dois t'arrêter et observer. Ce qui semble maintenant être un blocage, peut-être est-ce un entraînement. Ce que tu ressens aujourd'hui comme une punition, peut-être est-ce une direction. Car chaque coup, bien qu'il semble injuste, contient en lui une instruction. Mais tout le monde ne la voit pas. Seuls ceux qui décident de regarder depuis un autre angle, depuis un autre niveau de conscience. L'erreur commune est de supposer que la vie est conçue pour le confort, que le succès arrive sans trébucher, que le chemin doit être lisse, mais sans tension, il n'y a pas de croissance. Sans pression, il n'y a pas de force. Prétendre avancer sans difficulté est comme vouloir apprendre sans faire d'erreur. La réalité fait mal, dérange, défie. La réalité façonne. Marc Aurèle a écrit que l'obstacle à l'action stimule l'action. Ce qui obstrue le chemin devient le chemin. Ce n'était pas de la poésie, c'était un avertissement. Chaque fois que tu fais face à une barrière, tu as deux chemins. Perdre de l'énergie à te plaindre ou canaliser cette énergie pour monter le niveau. Un esprit entraîné ne nie pas la difficulté, il l'adapte, il la transforme. Il n'y a pas de croissance sans friction. Tout ce qui t'a un jour renforcé t'a d'abord désorganisé. Chaque situation qui t'a fait mal a laissé une porte ouverte. Peut-être ne l'as-tu pas remarqué parce que tu étais concentré sur le dommage. Mais cette porte est toujours là, attendant que tu utilises l'expérience comme un élan. La clé est de ne pas gaspiller les moments difficiles. S'ils font mal, qu'ils en valent la peine. S'ils pèsent, qu'ils construisent. Arrête de voir les obstacles comme des freins. Commence à les voir comme des matériaux de construction. Là où tu as perdu quelque chose, tu peux gagner en vision. Là où une porte t'a été fermée, tu peux apprendre à en ouvrir d'autres. Tout ce qui te pousse hors de ta zone de confort te rend service, même si cela ne semble pas être le cas. Chaque défi est une énergie brute. Tu peux la laisser se dissoudre en frustration ou tu peux la diriger comme une force vers l'avant. Et ce choix ne dépend pas de la chance, il dépend de ton entraînement mental. Ne te mets pas à lutter contre le mur, utilise-le pour monter plus haut. C'est ce que font ceux qui ne se brisent pas, c'est ce que font ceux qui se forgent. 5. Maîtrise tes émotions avant qu'elles ne décident pour toi.
Une tempête en mer ne coule pas un bateau par la force du vent, mais par l'eau qui réussit à entrer. Les émotions fonctionnent de la même manière. Elles ne sont pas le problème en soi, mais plutôt ce que tu permets qu'elles fassent en toi. Si tu ne prends pas le contrôle, elles s'infiltrent, inondent, déforment. Et quand tu ne décides plus clairement, elles décident pour toi. Tu cries quand tu devrais te taire, tu fuis quand tu devrais résister, tu attaques quand il suffisait de respirer. La plupart des gens réagissent avant de penser. Ils se justifient en disant que c'est comme ça qu'ils sont, qu'ils ne peuvent pas l'éviter, que le moment les a dépassés. Mais la vérité est plus dure. Ce qui te domine est ce que tu n'as pas entraîné. Et si tes émotions t'emportent facilement, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu n'as pas pris le contrôle de ton monde intérieur. Le stoïcien ne supprime pas ce qu'il ressent, il l'observe. Il ne se laisse pas emporter par l'impulsion, il l'interroge. Il n'explose pas, il répond. Il est facile d'être rationnel quand rien ne te dérange. Le véritable entraînement a lieu lorsque tu es face au conflit, face au rejet, face à l'incertitude. Là où le sang se réchauffe et l'esprit s'obscurcit, c'est là que ta discipline émotionnelle est mise à l'épreuve. Car avoir des émotions est naturel, mais agir à partir d'elles sans filtre, c'est renoncer à la maîtrise de soi. Et sans maîtrise, tu deviens l'outil de tes impulsions. Ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse ou de la frustration ne te rend pas inférieur. Mais permettre à ces émotions de conduire tes décisions, oui. Chaque fois que tu choisis à partir de la colère, tu cèdes du pouvoir. Chaque fois que tu décides à partir du désespoir, tu nourris le chaos. Chaque fois que tu parles sans te contrôler, tu laisses l'extérieur dicter ton comportement. C'est l'opposé de la force. C'est vivre à la merci de l'environnement. Te maîtriser n'est pas te réprimer, c'est reconnaître ce que tu ressens sans lui donner le gouvernail. C'est te dire à toi-même « cela m'affecte, mais cela ne va pas décider pour moi ». Parce que tu n'es pas l'émotion. Tu es celui qui l'observe, tu es celui qui décide comment agir après l'avoir ressenti. Et cela te donne un avantage. Un esprit qui peut se calmer au milieu du feu n'est plus l'esclave de rien. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ressens, mais tu peux décider de ce que tu fais avec ce que tu ressens. C'est le point de basculement. C'est là que commence la maturité émotionnelle. C'est là que se construit le caractère. Parce que celui qui gouverne son monde intérieur devient invincible à l'extérieur, et il n'a pas besoin de le crier. On le remarque à sa façon d'être présent, dans son silence ferme, dans sa capacité à agir sans se perdre. Maîtriser tes émotions, c'est maîtriser ton destin. Tout le reste n'est que ruine déguisée en réaction. 6. Vis en te rappelant que le temps est limité. Chaque seconde qui passe ne se récupère pas, il n'attend pas, il ne demande pas si tu es prêt. Et pourtant, beaucoup vivent comme si le temps était éternel, comme si chaque jour pouvait se répéter sans conséquence. La vérité est autre, tout se termine. Et le plus grave n'est pas de mourir, c'est de vivre comme si cela n'avait pas d'importance. Car celui qui oublie que le temps est fini, le gaspille sans culpabilité. Et quand il veut réagir, il est déjà trop tard. Il n'y a pas de ressource plus précieuse que le temps, mais c'est la première que l'on donne sans réfléchir. Tu le donnes à ceux qui ne le méritent pas. Tu le consacres à des distractions qui ne te construisent pas. Tu le perds dans des conversations vides, des routines automatiques, des excuses recyclées. Tu le donnes comme si tu avais une réserve secrète, mais tu ne l'as pas. Et cette inconscience est ce qui affaiblit ta vie. Non pas parce que tu vis peu, mais parce que tu vis sans objectif. Marc Aurèle se répétait chaque jour que cela pourrait être son dernier. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec intention. Car lorsque tu te rappelles que le temps ne t'appartient pas, tu cesses d'agir par inertie. Tu cesses de dire « demain ». Tu cesses de rester dans des lieux qui ne te nourrissent pas. Tu cesses de tolérer ce qui épuise. Et tu commences à agir avec urgence, avec vérité, avec direction. Tu n'as pas besoin d'accélérer ta vie, tu as besoin de la réveiller. Chaque jour sans but est un jour volé. Chaque décision reportée est une porte fermée. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu ne le feras probablement pas non plus tard. L'attente prolongée affaiblit la volonté. L'action précoce renforce le caractère.
Il ne s'agit pas de courir sans but, il s'agit de vivre avec intention. De te demander chaque soir si tu as vraiment utilisé ta journée ou si tu as simplement survécu. Penser à la mort n'est pas se rendre, c'est se réveiller à la vie. C'est accepter que tu n'as pas le temps pour tout, mais tu as le temps pour ce qui compte. Et si tu ne priorises pas, d'autres le feront pour toi. D'autres occuperont ton agenda, ton esprit, ton énergie. C'est pourquoi tu as besoin de prendre le contrôle avant qu'il ne soit trop tard. Vivre en sachant que tu es de passage n'est pas tragique. C'est libérateur. Profiter du temps, ce n'est pas remplir ta journée de tâches. C'est la remplir de sens. C'est laisser une trace dans les petites choses. C'est agir avec clarté, pas avec précipitation. C'est construire ta paix, ta force, ton héritage. Parce que personne ne sait combien de temps il lui reste. Mais tout le monde sait ce qu'il fait avec le jour d'aujourd'hui. Et cela suffit pour changer de cap. Celui qui honore son temps honore sa vie. Le reste est oubli déguisé en routine. 7. Entraîne-toi dans l'inconfort pour être invincible dans la tempête. Les racines ne se renforcent pas quand tout est calme. Elles s'approfondissent lorsque le terrain est dur, lorsque le climat est adverse, lorsque la vie n'offre aucune garantie. C'est ainsi que le caractère se développe, non pas pendant les jours faciles, mais pendant les moments où tout est difficile. L'inconfort n'est pas un ennemi, c'est une salle de sport. C'est dans cet espace, entre ce qui fait mal et ce que tu choisis de supporter, que ta véritable force se définit. Beaucoup demandent plus de contrôle, plus de paix, plus de succès, mais ne sont pas prêts à s'accommoder pour quoi que ce soit. Ils fuient le silence, évitent la pression, détestent l'effort soutenu. Ils cherchent des résultats immédiats et se désespèrent si quelque chose les dérange. Mais personne ne devient fort dans la facilité. Personne ne se trempe sans friction. Si tu veux traverser les tempêtes sans te briser, tu dois d'abord t'entraîner sous la pluie. Et cet entraînement n'arrive pas par accident, c'est une décision. Les stoïciens savaient que le confort n'entraîne pas. Sénèque s'exposait volontairement à la difficulté pour se rappeler qu'il pouvait vivre sans luxe. Il ne le faisait pas par goût pour la souffrance, mais par préparation. Il savait que celui qui ne s'adapte qu'au confort se brise face à l'inattendu. C'est pourquoi, si tu choisis de t'entraîner dans l'inconfort maintenant, lorsque la vraie tempête arrivera, tu ne seras pas un novice, tu seras résistant. S'entraîner dans l'inconfort ne signifie pas vivre dans la souffrance. Cela signifie pratiquer ce qui est difficile avant que la vie ne t'oblige à le faire. Cela signifie se réveiller tôt lorsque le corps veut rester au lit. Cela signifie dire non lorsque l'on te pousse à suivre le courant. Cela signifie rester silencieux lorsque l'ego veut crier. Cette discipline quotidienne façonne quelque chose que tout le monde n'a pas, la stabilité au milieu du chaos. Quand tout brûle, celui qui s'est entraîné dans l'inconfort ne réagit pas avec panique. Il répond avec calme. Parce qu'il a déjà été là, dans des situations où ça faisait mal, où le corps demandait à abandonner, mais l'esprit a décidé de continuer. Cela ne s'improvise pas. Cela se construit à travers des choix petits et constants. On le gagne dans les jours ordinaires, pas dans les urgences. Personne ne veut de la douleur, mais celui qui la supporte intentionnellement trouve en elle un outil. Il la transforme en concentration, en clarté, en pouvoir. L'inconfort t'oblige à regarder ce que tu as besoin d'entraîner. Il révèle tes limites, et si tu les affrontes au lieu de les éviter, tu cesses d'être faible à l'intérieur. Tu deviens résistant, et le meilleur sans avoir besoin de le montrer. Quand la tempête arrivera, qu'elle te trouve préparé, qu'elle te trouve éveillé, qu'elle te trouve fort, non pas par chance, mais parce que tu as décidé de t'entraîner là où les autres se cachent. C'est ça la véritable invincibilité, celle qui ne se voit pas, jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire. 8. Redéfinis la richesse comme ayant besoin de moins. Un sac à dos léger te permet d'avancer plus vite, mais beaucoup portent un poids si lourd qu'ils confondent valeur et excès. Ils pensent que plus ils ont, plus ils seront en sécurité. Plus ils accumulent, plus ils seront réussis. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que plus ils ont besoin,
plus ils deviennent fragiles. La vraie richesse n'est pas d'avoir beaucoup, mais de dépendre de peu. Et cette liberté intérieure vaut plus que n'importe quel compte en banque. Le problème n'est pas de profiter du matériel, c'est de le transformer en condition pour se sentir bien. C'est de dépendre du nouveau téléphone pour être heureux. C'est de croire que sans certaines marques, expériences ou commodités, tu ne peux pas être en paix. C'est là que commence le piège. Parce qu'une chose est d'avoir et une autre très différente est de nécessité. La première est externe. La seconde te lie de l'intérieur. Et tout ce qui te lie te retire du pouvoir. Le stoïcisme ne méprisait pas le matériel, mais il te mettait en garde pour que tu t'entraînes à ne pas être son esclave. Épictète disait que celui qui a besoin de peu est invincible. Parce que si on te prend quelque chose et que tu restes toi-même, alors rien ne peut vraiment te blesser. Mais si ton identité est construite sur ce que tu possèdes, tu es en danger. Parce que le monde change, les choses se cassent, les gens partent, et si tout cela tombe, qui es-tu en dessous de tout cela? Redéfinir la richesse est un acte de courage. Non pas parce que tu te forces à vivre avec le minimum, mais parce que tu oses regarder en face ta dépendance. Tu peux avoir des choses et en profiter sans être dominé par elles. Tu peux atteindre des objectifs sans qu'ils te définissent. Tu peux aspirer à plus sans que ce plus ne détermine ta valeur. Parce que ta vraie valeur n'est pas dans ce que tu portes, mais dans la façon dont tu marches quand on te retire le poids. Avoir besoin de moins n'est pas renoncer. C'est choisir en conscience, c'est te rendre compte que si tu peux être en paix avec toi-même sans artifice, alors tu as gagné. Parce que tout ce qui vient après est un extra, pas une béquille. Et si le monde devient instable, tu restes ferme, parce que ta stabilité ne dépend pas d'un objet, d'une relation ou d'une circonstance. Celui qui a besoin de moins est plus libre, plus difficile à manipuler, plus fort quand la pénurie arrive. Plus concentré quand tout le monde se distrait. C'est la richesse qui ne se voit pas, mais se ressent. Et c'est celle que personne ne peut te prendre. Si tu décides de la construire, tu vas te rendre compte de quelque chose d'important. Tu avais plus que ce que tu pensais. Seulement tu regardais à l'extérieur. Et ce qui est précieux a toujours été à l'intérieur. 9. Choisis des relations qui élèvent ton caractère, pas ta commodité. Une plante peut avoir du soleil, de l'eau et un sol fertile, mais si tu l'entoures de mauvaises herbes qui lui volent son oxygène, elle ne grandira pas forte. Il en va de même pour toi. Peu importe combien tu te bats, si tu t'entoures de personnes qui éteignent ton feu, qui affaiblissent ton focus, qui te poussent vers le superficiel. Les relations ne sont pas seulement une compagnie, elles sont un environnement. Et si cet environnement n'élève pas ton caractère, il finit par t'entraîner sans que tu t'en rendes compte. L'erreur la plus courante est de s'attacher par habitude, par peur d'être seul, par commodité ou par besoin émotionnel. Mais ce qui est confortable n'est pas toujours ce qui est juste. Les relations qui renforcent vraiment ne sont pas celles qui te disent ce que tu veux entendre, mais celles qui exigent que tu grandisses. Ce sont celles qui confrontent ta faiblesse sans te blesser. Ce sont celles qui te rappellent qui tu peux être, pas celles qui te maintiennent dans qui tu as déjà été. Le stoïcien choisissait ses liens comme celui qui aiguise une épée, avec intention, avec clarté, avec fermeté. Il ne s'agissait pas d'avoir beaucoup de gens autour de soi, mais d'avoir près de soi ceux qui nourrissaient la vertu. Parce que si tu passes trop de temps avec la médiocrité, tu finis par la normaliser. Si tu t'entoures de gens sans direction, tes pas perdent leur sens. Et si tu maintiens des liens avec ceux qui ne se respectent pas eux-mêmes, peu à peu, ce reflet devient le tien. Choisir des relations avec discernement n'est pas de l'arrogance, c'est de la protection. C'est comprendre que tu ne peux pas permettre à n'importe qui d'avoir accès à ton esprit, à ton énergie, à ton intimité. C'est savoir que chaque conversation a un impact, chaque influence façonne, chaque proximité a un coût ou un gain. Et c'est toi qui décides lequel ce sera. Tu n'as pas besoin de liens parfaits, tu as besoin de liens réels. Des gens qui ne te sucrent pas les erreurs, mais qui ne se nourrissent pas non plus de tes chutes. Des gens qui célèbrent tes progrès sans envie, qui t'écoutent sans utiliser ce que tu dis contre toi, qui te défient sans te détruire.
Ces relations ne sont pas nombreuses. Elles sont peu nombreuses, solides et précieuses. Et elles se construisent avec patience, avec des limites claires et avec une vision partagée de l'évolution. S'éloigner de ceux qui ne cherchent que la commodité peut faire mal au début, mais rester là te coûte des années de développement, de clarté et d'énergie. Tout le monde n'est pas fait pour t'accompagner dans ta transformation. Certains sont là juste pour t'apprendre à poser des limites, d'autres pour te montrer le type de personne que tu ne devrais jamais permettre à nouveau près de toi. Celui qui protège ses liens, protège son esprit. Parce que les conversations que tu répètes, les conseils que tu écoutes et les énergies avec lesquelles tu cohabites finissent par façonner ton comportement, même sans que tu t'en rendes compte. Et si tu veux vraiment grandir, alors ton cercle doit aussi grandir avec toi. Sinon, ce n'est pas un cercle, c'est une chaîne. Et tu n'es pas né pour vivre attaché. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent même quand tu n'es pas à ton meilleur. De ceux qui te disent la vérité même si ça fait mal, mais qui le font avec respect. De ceux qui t'inspirent sans avoir besoin d'imposer. Parce qu'une bonne relation n'est pas celle qui te divertit, c'est celle qui te pousse. Et quand ton environnement est aligné avec ta croissance, avancer cesse d'être une lutte solitaire et devient une marche ferme vers ta meilleure version. 10. Vis chaque jour avec l'intensité du premier et l'urgence du dernier. Un feu qui commence brûle avec force. Un feu qui s'éteint lance aussi sa dernière étincelle avec fureur. Aux deux extrémités, il y a de la vie pure, de l'énergie totale, un don sans calcul. Mais au milieu, où la routine prend le contrôle de l'esprit, beaucoup se refroidissent, s'éteignent, oublient de vivre. Ils commencent des projets avec enthousiasme et les abandonnent avec indifférence. Ils se réveillent sans envie, se déplacent sans intention, répètent des jours comme s'ils avaient une éternité garantie. Et ils ne l'ont pas. La plupart survivent à leur semaine comme si la vie était en pause. Comme si ce moment meilleur pour commencer à prendre soin de soi, pour parler clairement, pour changer ce qui pèse, allait arriver. Mais ce moment n'arrive pas. Parce que personne ne le provoque. Parce que tout est reporté. Et l'urgent, qui est de vivre avec présence et décision, est enterré sous le trivial. Les stoïciens comprenaient que la vie ne se mesure pas en années, mais en comment tu utilises tes jours. Marc Aurèle avertissait que chaque matin devait être vécu comme si c'était le dernier. Non pas comme une tragédie, mais comme une opportunité qui ne peut être gaspillée. Si c'était ton premier jour, tu regarderais tout avec faim, avec émerveillement, avec force. Si c'était le dernier, tu le ferais avec dévouement, sans peur du jugement, sans retenue. Alors pourquoi vis-tu comme si cela n'avait pas d'importance? Tu es ici aujourd'hui, pas hier, pas demain. Et tout ce que tu as vraiment, c'est ce moment. Peu importe ce que tu as fait ou ce qu'il te reste à faire. Ce qui compte, c'est comment tu décides d'agir aujourd'hui. Parce que chaque jour qui passe sans intention est un jour qui ne revient pas. Et quand tu regarderas en arrière, tu ne te souviendras pas des jours faciles. Tu te souviendras des jours que tu as vécus de tout ton cœur. N'attends pas d'avoir une crise pour valoriser ton temps. Tu n'as pas besoin d'une perte pour te réveiller. Tu sais déjà ce qui se passe quand tu vis sans direction. Tu sais déjà combien il est douloureux de reporter ce qui est important. Alors, fais-le différemment. Vise avec intensité, mais pas avec anxiété. Vise avec urgence, mais pas avec désespoir. Vise en sachant que cet instant peut être le premier d'une nouvelle étape ou le dernier que tu as. Si tu comprenais vraiment qu'il ne se répète pas, tu l'embrasserais avec plus de force. Tu te déplacerais avec plus de détermination. Tu lâcherais ce qui n'ajoute pas. Tu pardonnerais sans fierté. Tu dirais ce que tu ressens sans filtre. Et tu agirais à partir de qui tu es, pas de qui le monde attend. C'est l'intensité de ceux qui se réveillent. C'est l'urgence de ceux qui ne veulent plus reporter l'essentiel. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis ». La plupart des hommes échouent dans les relations parce qu'ils confondent dévouement et valeur. Ils pensent que tout donner assure l'amour, le respect et la loyauté,
alors qu'en réalité, cela ne fait que les rendre dépendants, prévisibles et faciles à ignorer. La vérité est dure mais nécessaire. Une femme n'est pas loyale à ce que tu fais ou à combien tu donnes, mais à ce qu'elle ressent quand elle est avec toi. Et si ce que tu transmets est de l'anxiété, du vide ou du besoin, tout ce que tu obtiendras, c'est qu'elle perde de l'intérêt. La loyauté féminine naît de 4 piliers qui ne s'achètent pas avec un effort désespéré. La paix qu'elle ressent à tes côtés, le respect que tu inspires avec ta fermeté, la sécurité de savoir où tu vas et la liberté que tu lui donnes d'être une femme sans porter tes tempêtes. C'est là le véritable noyau de la masculinité stoïcienne, non pas l'obsession de plaire, mais la capacité de tenir fermement à ta mission et à tes principes. Ce qui détruit le respect ne sont pas les erreurs, mais la faiblesse déguisée en amour. Aimer sans limite, chercher constamment l'approbation ou la faire devenir ton centre, te vole ton attrait et te place au mauvais endroit. Un homme sans direction devient un fardeau et personne ne veut être lié à un poids. Cette vidéo ne va pas adoucir la réalité ni généraliser. Nous allons parler clairement de ce qui compte vraiment et de comment construire une valeur solide qui génère de l'attraction et de la loyauté naturellement. 8 conseils pratiques, directs et applicables qui n'ont rien à voir avec le fait de donner plus, mais d'être plus. Reste jusqu'à la fin car ici, il ne s'agit pas de changer quelqu'un d'autre, mais de te transformer en un homme capable d'inspirer le respect et la confiance sans le supplier, sans le mendier et sans perdre ta paix. 1. Contrôle ton besoin d'approbation. Un loup qui a perdu l'habitude de chasser commence à rôder autour des camps à la recherche de reste, et même s'il peut se rassasier pour un moment, son essence se flétrit parce qu'il ne vit plus de sa force, mais de sa dépendance. Il en va de même pour l'homme qui cherche constamment l'approbation, qui mesure sa valeur dans les yeux des autres et qui attend la reconnaissance pour se sentir en sécurité. Cet homme a oublié que la force ne se demande pas, elle se rayonne. Et celui qui a besoin d'être validé à chaque pas finit par paraître faible, même si ses intentions sont nobles. Le besoin d'approbation est la prison la plus courante de notre époque. Depuis notre plus jeune âge, on nous habitue à attendre des applaudissements pour chaque réussite, des félicitations pour chaque effort et de l'attention pour chaque geste. Mais lorsqu'un homme traîne cette habitude dans ses relations, surtout avec une femme, la seule chose qu'il réussit à faire est d'éroder l'attraction. La loyauté féminine ne se construit pas sur l'anxiété de quelqu'un qui supplie pour la reconnaissance, mais sur la solidité de celui qui ne dépend pas des flatteries pour rester ferme. Une femme ne veut pas être le juge de ta valeur, elle veut sentir que tu l'as déjà définie et que tu la soutiens avec conviction. Lorsqu'un homme cherche l'approbation, son comportement change subtilement, mais de manière évidente. On le remarque à la façon dont il arrange ses mots pour ne pas déranger, à la façon dont il s'efforce d'être toujours agréable, à la façon dont il cède trop vite face à n'importe quelle exigence pour ne pas perdre l'affection. Ce qu'il croit être de l'amour est en réalité perçu comme de l'insécurité, et cette insécurité tue le respect. Le stoïcisme enseigne que la seule chose sous notre contrôle est ce que nous pensons, disons et faisons. Et dépendre du regard des autres pour se sentir précieux est abandonner ce principe, c'est donner notre centre à des caprices que nous ne maîtrisons pas. Contrôler le besoin d'approbation ne signifie pas devenir froid ou distant, mais retrouver la capacité d'agir à partir de ses propres convictions et non dans l'attente d'un applaudissement. C'est apprendre à dire ce que tu penses sans craindre d'être jugé, à maintenir une limite même si elle peut déranger, à rester ferme dans ta mission même si tu ne reçois pas de reconnaissance immédiate. Cette cohérence intérieure est ce qui génère la paix et la confiance, car elle montre que ta valeur ne fluctue pas selon l'humeur des autres. En pratique, contrôler le besoin d'approbation s'entraîne avec de petites décisions quotidiennes. N'explique pas chaque action pour qu'elle soit comprise. Ne cherche pas à te justifier chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord. Ne modifie pas tes plans simplement par peur de décevoir. La vie réelle ne récompense pas celui qui veut toujours plaire.
Elle récompense celui qui reste solide au milieu des critiques. La femme à tes côtés n'a pas besoin d'un homme qui lui obéit en tout, elle a besoin de sentir qu'elle peut compter sur quelqu'un qui sait qui il est et où il va. L'homme qui ne maîtrise pas ce point finit par être épuisé, frustré et aigri, car il ne sent jamais que son effort est suffisant. Celui qui le maîtrise, en revanche, projette le calme, car il ne se bat pas pour l'attention, ne mendie pas l'affection, ne mesure pas sa valeur en éloge. Il sait que la véritable loyauté ne se gagne pas en suppliant, mais en transmettant la sécurité. C'est le début d'une masculinité stoïcienne, rompre la chaîne de l'approbation des autres et retourner à la chasse avec sa propre force. 2. Construis une mission personnelle solide. Tu n'es pas intéressant simplement parce que tu existes. Tu n'es pas attirant simplement parce que tu es présent. Le respect n'est pas accordé par sympathie. Il est éveillé lorsque ta vie a une direction. Et si tu n'as pas de cap, prépare-toi à être emporté par tout ce que les autres veulent t'imposer. C'est la dure réalité que beaucoup d'hommes refusent d'accepter. Vivre sans mission, c'est vivre en spectateur, et celui qui ne construit pas un but devient une partie du but de quelqu'un d'autre. Une mission personnelle solide ne consiste pas à avoir un grand rêve qui sonne bien à raconter. C'est une déclaration silencieuse qui définit pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu te lèves quand personne ne t'y oblige, et ce que tu es prêt à sacrifier pour y arriver. Un homme avec une mission n'a pas besoin de le crier. Cela se voit dans son regard, dans ses habitudes, dans sa façon de répondre au chaos. Quand tu as quelque chose à défendre au-delà de l'ego, tu deviens plus difficile à briser, plus concentré, plus attirant. Les femmes ne se sentent pas loyales envers un homme qui les fait devenir son centre, parce que ce n'est pas de l'amour, c'est un manque déguisé. La véritable attraction surgit lorsqu'elles perçoivent que tu as déjà une direction, qu'elles ne sont pas ton air, mais ta compagne si elles décident de marcher avec toi. Personne ne veut être le tout de quelqu'un qui n'a rien d'autre. La femme se sent en sécurité lorsqu'elle sait que tu ne tournes pas autour d'elle, mais autour de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne vacille pas avec une dispute, une émotion ou une mauvaise journée. Un homme sans mission vit de manière réactive. Il change de cap en fonction du climat émotionnel, s'adapte à ce que les autres veulent voir en lui, perd le respect même de celui qui l'aime le plus, parce qu'il ne s'agit pas de combien tu fais pour les autres, mais que ton chemin soit clair et ton dos fort. Quand tu as une mission, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ta seule présence communique une direction, et cela suffit. De la perspective stoïcienne, vivre avec un but ne signifie pas chercher des réalisations externes, mais vivre en cohérence avec tes valeurs internes. La discipline, la tempérance, le courage et la sagesse ne sont pas hérités, ils sont entraînés tous les jours en suivant un objectif qui exige d'être meilleur, sans besoin de reconnaissance. Un homme avec une mission ne concurrence pas, il se concentre. Il ne discute pas de futilité, il agit avec clarté. Il n'a pas besoin d'attention, il génère un impact avec ce qu'il construit. Commence par le petit, mais constant. Définis ce que tu n'es plus prêt à tolérer, ce que tu as besoin de développer, quelle partie de toi exige de la discipline. C'est ta mission initiale. N'attends pas que tout soit clair, commence au milieu du bruit, mais commence. Ta vie a besoin de structure, et cette structure ne vient de personne d'autre que de toi. Un homme avec un but ne s'arrête pas pour ceux qui le questionnent, ni ne se décompose pour ceux qui l'abandonnent. Son chemin est son encre. Si tu ne sais pas quelle est ta mission, cherche dans ce qui te fait grandir, dans ce qui fait mal mais construit, dans ce qui exige plus de toi sans te rabaisser. Elle est là. Et si tu l'as déjà, protège-la. Parce que perdre ta mission, c'est perdre ton essence. Et sans cela, il n'y a pas de respect, pas d'attraction, pas de direction. 3. Établis des limites claires et fermes. Certains territoires sans frontières finissent en ruine. Il suffit de regarder n'importe quelle époque de l'histoire pour le confirmer. Les civilisations qui n'ont pas protégé leurs limites ont été pillées, dominées ou détruites.
Et si cela arrive au peuple, cela arrive aussi aux hommes. Ne pas établir de limites est une manière silencieuse d'inviter à l'épuisement, d'ouvrir la porte au manque de respect, de laisser n'importe qui entrer et briser ce que tu as mis du temps à construire. Le problème survient lorsque l'on croit que l'amour doit être sans condition. On répète comme un leitmotiv romantique qu'aimer, c'est permettre, céder, toujours s'adapter. Mais il n'y a rien de plus destructeur qu'une relation où l'on s'annule par peur de déranger. Il ne s'agit pas d'imposer, mais de définir. Il ne s'agit pas de contrôler, mais de soutenir. Sans limite, il n'y a pas de respect. Sans respect, il n'y a pas d'attraction. Et sans attraction, la loyauté devient une routine vide. Accepter tout pour éviter les conflits ne te rend pas plus mature, cela te rend plus faible. Chaque fois que tu laisses passer un manque de respect pour ne pas paraître difficile, ce que tu fais vraiment, c'est montrer aux autres jusqu'où ils peuvent te pousser. Cette flexibilité mal comprise est perçue comme un manque de caractère. La fermeté n'éloigne pas celui qui apprécie ta présence. Ce qui éloigne, c'est ton silence lorsque tu aurais dû parler, ta passivité lorsque tu aurais dû te retirer. Dans la vision stoïcienne, les limites ne sont pas des actes d'orgueil, ce sont des actes de vertu. Ils représentent l'équilibre entre le respect de soi et la justice envers les autres. Marc Aurèle parlait de vivre en harmonie avec soi-même, et cette harmonie n'est pas possible si chaque jour tu refoules ce que tu ressens pour maintenir des liens instables. L'âme se brise en morceaux chaque fois que tu cèdes ce qui est important pour éviter de perdre quelque chose ou quelqu'un. Le manque de limites transforme les relations en un terrain toxique. Au début, cela peut sembler aimant, généreux ou compréhensif. Mais avec le temps, la personne qui cède tout devient un ressentiment silencieux, qui porte le poids de ce qu'elle n'a jamais osé défendre. C'est alors que le respect meurt et que l'épuisement, les disputes répétitives, la perte d'admiration apparaissent. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas, et on ne peut pas respecter quelqu'un qui ne se respecte jamais lui-même. Les limites ne sont pas trop discutées. Elles ne sont pas lancées comme des menaces, ni accompagnées de drames. Elles sont vécues. Elles sont soutenues par des actions, des silences fermes, des décisions claires. Tu n'as pas besoin de dire « je mets des limites ». On le remarque quand quelqu'un franchit une ligne et que tu ne restes tout simplement pas là. C'est cette autorité silencieuse qui marque. Elle n'oblige pas, mais elle laisse une trace. Définir tes limites commence par reconnaître ce que tu ne tolères pas, ce qui te fait mal, ce qui t'annule. Ensuite, observer où tu te tais par peur. Peur de déranger, de paraître égoïste, d'être abandonné. Et c'est là que vient le plus important. Décider que ta valeur ne réside pas dans le fait d'être accepté, mais dans le fait d'être cohérent. Si cette cohérence dérange quelqu'un, alors cette personne n'a jamais vraiment été avec toi, mais avec la version manipulable que tu as construite pour plaire. Établir une limite n'est pas perdre quelqu'un, c'est te retrouver toi-même. Et quand tu es complet, fort, en paix avec toi-même, les relations qui entrent dans ta vie le font à partir d'un autre lieu. Elles ne cherchent plus à te contrôler, à te briser, à t'utiliser. Elles s'alignent avec toi, elles ne t'exigent pas de te trahir. C'est du pouvoir, c'est de la masculinité réelle, c'est du respect bien mérité. 4. Protège ton énergie masculine. On n'éteint pas le feu d'un seul coup, on l'éteint petit à petit. On lui vole d'abord l'oxygène, puis on le refroidit avec de l'eau. Et quand il ne reste plus de chaleur, il ne reste que des braises éteintes qui étaient autrefois une flamme. C'est ce qui se passe avec l'énergie masculine lorsqu'elle n'est pas protégée. Elle ne se perd pas du jour au lendemain. Elle s'use lentement, dans des conversations qui ne construisent pas, dans des relations qui absorbent, dans des environnements qui affaiblissent. Elle s'éteint chaque fois que l'homme trahit sa direction pour plaire, chaque fois qu'il réprime son instinct par peur d'être mal interprété. Cette énergie masculine n'a rien à voir avec le fait de crier plus fort ou d'imposer sa domination. Elle a à voir avec la direction, avec la concentration, avec la structure interne. C'est la force silencieuse qui transmet la sécurité sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit.
La femme ne se connecte pas avec des mots vides ou des gestes exagérés. Elle se connecte avec la fermeté qu'elle perçoit dans ta façon de regarder, de marcher, de te tenir dans ce que tu es, sans avoir besoin de le déguiser. Ne pas prendre soin de ton énergie, c'est laisser n'importe qui la consommer. C'est te donner sans filtre à des personnes qui ne construisent pas. C'est discuter pour des émotions étrangères que tu ne peux pas contrôler. C'est te justifier pour chaque décision. C'est te laisser emporter par le chaos émotionnel des autres. Cette constante livraison te fragmente, t'épuise, te déconnecte de l'essentiel. L'énergie masculine a besoin de contenir, pas de répression mais de discipline. Elle nécessite des espaces de silence, de défis, de buts. Elle se renforce dans la solitude choisie, dans le travail constant, dans la capacité de maintenir ta position lorsque le monde attend que tu réagisses. Tu n'as pas à répondre à tout, tu n'as pas à expliquer chaque pas, tu n'as pas à prouver ton pouvoir. Il suffit de l'incarner. Il suffit d'agir à partir de cette racine ferme qui ne se tord pas par besoin d'acceptation. Dans de nombreuses relations, l'homme finit par se transformer en thérapeute émotionnel, en sauveur, en mur de contention pour tout le déséquilibre étranger. On lui demande une compréhension infinie, une tolérance exagérée, une disponibilité absolue. Mais en même temps, on attend de lui qu'il maintienne son attrait, sa clarté, son contrôle. Cette paradoxe détruit celui qui ne sait pas se protéger. Du point de vue stoïcien, protéger ton énergie fait partie du contrôle interne. Il ne s'agit pas d'être distant ou froid, mais d'agir à partir de la raison, pas de l'impulsion. Épictète enseignait que nous ne contrôlons pas ce que font les autres, seulement comment nous répondons. Et quand quelqu'un met constamment ton centre à l'épreuve, le plus sage n'est pas de crier, ni de discuter, ni de plaire. Le sage est de se retirer. Non pas par peur, mais par respect pour ton énergie, parce que cette énergie est limitée, et si tu la donnes là où elle n'est pas valorisée, tu te vides toi-même. Protéger ton énergie signifie choisir dans quelles conversations tu entres et lesquelles tu ignores, avec qui tu partages ton temps et à qui tu le refuses. Quels combats tu affrontes et lesquels ne méritent pas un seul mot. Cela signifie savoir quand donner, quand se taire et quand partir. Cela signifie être capable de voir au-delà de l'émotion du moment et d'agir à partir d'une vision plus large, plus mature, plus stratégique. L'énergie masculine n'est pas invincible, mais elle est renouvelable. Elle revient quand tu te déconnectes du bruit et que tu te connectes à ta mission. Quand tu entraînes ton corps, quand tu nettoies ton esprit, quand tu t'entoures d'environnements qui te demandent de grandir. Cette énergie est ce qui fait la différence entre être désiré ou toléré, entre être suivi ou manipulé, entre inspirer le respect ou éveiller la pitié. 5. Sois cohérent avec tes actions. L'écho ne répond pas à ce que tu dis, il répond à ce que tu cries. Si tu lances un mensonge, tu recevras de la confusion. Si tu projettes de la fermeté, il revient de la clarté. C'est ainsi que fonctionne la vie. Elle ne te rend pas tes paroles, elle te rend tes actions. Et quand ce que tu dis ne coïncide pas avec ce que tu fais, tout ce que tu génères est du bruit, de la méfiance et une présence vide. La cohérence est l'une des formes les plus pures de respect. Elle ne s'impose pas, elle ne s'exige pas, elle se construit jour après jour avec des décisions alignées sur ce que tu affirmes. Tu peux parler de valeurs, de principes, de buts, mais si tes actes contredisent tes paroles, tu perds de l'autorité. L'attraction ne se maintient pas avec des promesses, elle se soutient par l'exemple. La femme ne se lie pas avec le discours, elle se lie avec la présence réelle. Et si chaque mot qui sort de ta bouche reste flottant sans racines, tôt ou tard, ils arrêteront de t'écouter. Dans un monde saturé de masques, être cohérent est un acte révolutionnaire. La plupart disent ce qui sonne bien, mais font ce qui leur convient. Ils jurent qu'ils ne toléreront certaines choses et les tolèrent. Ils promettent qu'ils changeront et répètent le même schéma. Cette incohérence tue le respect avant même qu'il ne fleurisse. Parce que peu importe combien tu es éloquent, si tes actes ne soutiennent pas ce que tu prêches, tu n'es que du bruit de fond. Le respect naît lorsque tes pas sont l'extension de tes paroles.
quand tu n'as pas besoin de t'expliquer 1000 fois parce que ce que tu fais parle pour toi. Dans une relation, cette cohérence construit la sécurité. Non pas parce que tu as toujours raison, mais parce qu'il est évident qu'il y a une direction, qu'il y a une intention, que tu ne fais pas de l'improvisation, ni que tu dis ce qui convient, mais que tu vis depuis ta vérité. Du point de vue du stoïcisme, la cohérence ne signifie pas la rigidité. Elle signifie l'intégrité. Elle signifie que tes valeurs ne changent pas en fonction de la personne que tu as en face de toi ou de ton état émotionnel du jour. Elle signifie que tu agis à partir d'un axe interne qui ne bouge pas avec le vent. Marc Aurèle parlait d'agir selon la nature de chacun, et cette nature ne se négocie pas pour l'approbation, ni ne se trahit par peur. Elle est honorée, elle est défendue, elle est vécue. Quand tu n'es pas cohérent, l'autre personne ne sait pas qui tu es vraiment. Un jour tu es ferme, le lendemain tu cèdes sous la pression. Un jour tu mets des limites, le lendemain tu les brises par peur de perdre de l'affection. Ce va-et-vient génère de l'insécurité. Et quand la femme ne sait pas quelle version de toi apparaîtra demain, elle arrête de faire confiance. La cohérence est ce qui différencie un homme respecté d'un homme toléré. Il n'a pas besoin d'imposer le respect, il l'incarne. Il n'a pas besoin de faire des discours sur ses principes, cela se voit dans chacune de ses décisions. Et cela pèse plus que n'importe quel mot bien dit. Parce que pendant que tous se battent pour avoir l'air bien, le cohérent agit simplement. Et cela se ressent. La pratique quotidienne de la cohérence exige que tu vérifies constamment si ce que tu fais reflète ce que tu penses et dis. Tu ne peux pas demander de la loyauté si tu trahis toi-même tes idéaux. Tu ne peux pas exiger de la clarté si tu te comportes avec deux visages. Tu ne peux pas demander de respect si tu agis à partir de la contradiction. La vie te mesure par l'ensemble de tes actes, pas par tes intentions. Et la femme aussi. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être réel. Faire des erreurs, mais les assumer. Tomber, mais se relever sans excuse. Promettre peu, toujours accomplir. L'homme cohérent ne brille pas par ce qu'il dit, mais par comment il vit. Et ce type de présence est celui qui laisse une trace. 6. Maintiens ton indépendance émotionnelle. Il y a des gens qui se jettent à la mer sans savoir nager et s'accrochent désespérément à celui qui flotte à proximité. Non pas parce qu'ils aiment, mais parce qu'ils sont en train de se noyer. C'est ainsi qu'est l'homme qui n'a pas d'indépendance émotionnelle. Il ne construit pas de liens par choix, il les construit par nécessité. Il n'aime pas en toute liberté, il le fait à partir du vide. Et lorsque ce manque devient évident, la connexion se brise. Parce que personne ne veut être la bouée de sauvetage de quelqu'un qui n'a pas appris à se soutenir seul. La dépendance émotionnelle ne crie pas toujours, elle murmure souvent. Elle se cache derrière les « sans toi je ne suis rien », les « rends-moi heureux », les « si tu pars je m'effondre ». Cela peut sembler romantique, mais en pratique c'est un fardeau. Une personne ne peut pas être ton centre, ton échappatoire, ton réconfort, ton tout. Et encore moins peut-elle ressentir la paix si elle perçoit que sa présence est la seule chose qui te maintient debout. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas froideur ni détachement extrême. Cela signifie que tu étais déjà complet avant de rencontrer quelqu'un, que ta valeur ne change pas en fonction de l'état de la relation, que ton monde ne s'effondre pas à cause d'un rejet, que ton équilibre interne ne dépend pas de la façon dont on te regarde, de combien on t'écrit ou de si on te valide. Cela signifie que tu peux donner sans te vider, être présent sans te perdre, aimer sans perdre le contrôle de toi-même. Un homme qui n'est pas émotionnellement indépendant vit en mode réaction. Si elle est de bonne humeur, il sourit. Si elle s'éloigne, il s'effondre. Si elle ne répond pas, il est paralysé. C'est comme une feuille emportée par le vent émotionnel d'autrui. Et cela, même s'ils ne le disent pas, fatigue. Parce qu'au début, cela peut sembler de l'abnégation, mais ensuite, cela se transforme en fardeau.
Personne ne veut être responsable de l'état d'humeur d'une autre personne tout le temps. Du point de vue stoïcien, la véritable liberté réside dans le contrôle interne. Sénèque disait que la plus grande esclavage est celle de celui qui dépend des autres pour vivre en paix. Si ton état émotionnel dépend de ce qu'ils font ou ne font pas avec toi, tu as perdu le contrôle de ta vie. La tranquillité ne vient pas du fait que le monde te traite comme tu l'espères. Elle vient de la force de ne pas te briser quand il ne le fait pas. Pour maintenir ton indépendance émotionnelle, tu dois construire une vie qui ne tourne pas autour d'une seule personne. Tes habitudes, tes objectifs, ton temps, ton développement doivent être présents que tu sois seul ou accompagné. Ne t'arrête pas chaque fois que quelqu'un s'éloigne. Ne mets pas en pause ton chemin pour voir s'il revient. Ne fais pas de ton bonheur un objectif que seul un autre peut te donner. Cette position te rend vulnérable, et là où il y a une vulnérabilité mal gérée, naît la manipulation. L'indépendance émotionnelle se voit aussi dans la façon dont tu gères le conflit. Tu n'as pas besoin de supplier pour qu'on t'écoute, ni d'exploser pour qu'on te respecte. Tu peux t'exprimer sans perdre le contrôle. Tu peux te retirer sans avoir besoin de blesser. Tu peux prendre des décisions fermes sans que la peur de l'abandon te paralyse. Cette capacité est ce qui génère le respect, parce qu'elle montre que tu n'es pas avec quelqu'un parce que tu en as besoin, mais parce que tu l'as choisi. Celui qui maintient son centre ne mendie pas l'amour, ne négocie pas sa dignité, ne se trahit pas pour éviter de rester seul. Il est là parce qu'il le veut, pas parce qu'il ne sait pas être sans quelqu'un. Et ce type de présence, libre de charges émotionnelles mal gérées, permet à l'autre personne de respirer aussi, de grandir aussi, de choisir aussi en toute liberté. 7. Concentre-toi sur ta croissance constante. L'eau qui ne coule pas stagne. Au début, elle reste claire, mais avec le temps, elle devient trouble, lourde et finalement toxique. Il en va de même pour l'homme qui cesse de grandir. À première vue, il peut sembler stable, calme, voire fiable. Mais à l'intérieur, il pourrit dans le confort, dans la routine, dans l'illusion qu'il n'a plus besoin d'avancer. Et quand quelqu'un s'arrête dans son évolution, il commence à perdre de la présence. Parce qu'il n'y a rien de plus démoralisant que de vivre avec quelqu'un qui ne fait plus d'efforts pour être meilleur. La croissance constante n'est pas une option pour celui qui veut être pris au sérieux. C'est une nécessité. C'est ce qui garde ton esprit vif, ta vision claire et ton énergie active. Il ne s'agit pas de devenir accro à la réussite, mais de vivre dans un état où tu ne cesses jamais de construire. Non pas pour prouver, mais parce que ton identité est liée au progrès. Une femme peut être attirée par qui tu es aujourd'hui, mais elle restera fidèle à celui qui continue de grandir sans s'arrêter. Parce que la croissance inspire, contagie, génère du respect. Quand quelqu'un voit que tu t'améliores chaque jour, il se sent motivé à ne pas rester en arrière. En revanche, si tu stagnes, si tu arrêtes de bouger, si tu te contentes du minimum, la relation devient une cage sans oxygène. Ce qui était autrefois de l'admiration devient de l'ennui. Selon la philosophie stoïcienne, la croissance ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle dépend de ta réaction face à elles. Épictète enseignait que peu importe ce qui se passe, ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Si chaque expérience devient une excuse pour te plaindre, une raison pour t'arrêter, tu gaspilles des opportunités de transformation. Mais si chaque coup devient une leçon, si chaque défi est pris comme une marche, alors il n'y a aucune force qui peut t'arrêter. Se concentrer sur la croissance ne signifie pas seulement travailler plus ou gagner plus. Cela signifie te connaître, détecter tes points aveugles, affronter ce que tu évites, affiner ton caractère. Cela signifie te mettre mal à l'aise quand tout semble confortable, te pousser plus quand tu pourrais te détendre, te mettre dans des environnements qui te défient, au lieu de t'entourer uniquement de ceux qui t'applaudissent. La croissance réelle se remarque dans la façon dont tu réponds aux conflits, comment tu gères ton temps, la qualité de tes relations, la façon dont tu prends soin de toi physiquement et mentalement. Ce n'est pas un processus immédiatement visible, mais on le perçoit dans ton énergie, ta maturité, ta façon d'être dans le monde. Et cela compte,
Parce que tout le monde ne cherche pas un corps parfait, mais ils sont attirés par un esprit fort, une attitude ferme et une vision claire. Ne t'arrête pas pour les éloges et ne te laisse pas freiner par les critiques. Celui qui se laisse influencer par l'approbation se paralyse aussi avec le doute. Ton chemin n'est pas là pour être évalué, il est là pour être vécu. Tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu as besoin que ton futur te respecte. Et cela ne se réalise qu'en avançant sans excuse. Si tu restes le même qu'il y a quelques mois, quelque chose ne va pas. L'homme qui grandit constamment n'a pas besoin de convaincre personne. Son progrès est silencieux mais se ressent. Il ne se vante pas mais cela se voit. Il ne rivalise pas mais il avance. Et cette énergie est impossible à ignorer. Parce qu'elle montre que tu n'attends pas que la vie te donne quelque chose. Tu es occupé à le construire. Au fond, ce qui soutient le respect n'est pas ce que tu as accompli, mais le fait que tu ne t'es jamais arrêté. Et ce mouvement perpétuel, cette décision quotidienne de ne pas être le même qu'hier, c'est ce qui transforme ta présence en quelque chose d'irremplaçable. 8. Honore ta paix comme ton trésor le plus précieux. Il existe des montres très chères qui se brisent après une seule chute et des pierres communes qui résistent des siècles sous la terre sans perdre leur forme. Il en va de même pour la paix. Ce n'est pas quelque chose de fragile et délicat, mais une force silencieuse qui soutient tout ce que tu es. Quand un homme perd la paix, il devient réactif, impulsif et facile à manipuler. Il perd en clarté, en présence et en contrôle. Mais quand il la protège comme son bien le plus précieux, tout change. Son regard pèse plus, ses décisions sont plus fermes et son énergie ne se donne pas au premier conflit. La paix n'est pas passivité. Ce n'est pas s'éloigner de tout, ni se cacher des problèmes. C'est la capacité d'être au milieu du bruit sans que le bruit te consume. C'est marcher dans le chaos avec l'âme tranquille. C'est dire non sans culpabilité. C'est te retirer sans avoir besoin d'explication. C'est savoir quand rester et quand partir, sans que la peur t'oblige à rester dans des endroits qui ne respectent plus ta valeur. De nombreuses relations se brisent quand l'un des deux perd sa paix et commence à agir à partir de la blessure. Quand l'homme cherche à avoir raison à tout prix, quand il discute par impulsion, quand il a besoin de prouver constamment qu'il vaut quelque chose, sa paix s'affaiblit. Et quand la paix s'affaiblit, la connexion aussi. Parce qu'une femme peut admirer ta force, mais c'est ta tranquillité qui la fait rester. Elle peut être attirée par ta confiance, mais c'est ta paix qui lui donne l'espace pour être féminine sans sentir qu'elle se batte avec un autre ego instable. Du point de vue du stoïcisme, la paix est une pratique, pas un état permanent. Marc Aurèle la cultivait tous les jours à travers la pensée claire, l'introspection et le détachement du bruit externe. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de ne pas laisser le monde entrer en toi sans permission. Tu peux vivre entouré de chaos et pourtant te déplacer avec équilibre. Mais cela n'arrive que lorsque tu cesses de donner ton énergie à tout ce qui provoque une réaction en toi. Honorer ta paix signifie apprendre à choisir tes batailles. Tout ne mérite pas une réponse. Toute émotion n'a pas besoin de s'exprimer. Toute critique ne mérite pas de défense. Il y a des moments où le silence est plus puissant que 1000 arguments. Et il y a des moments où partir à temps est plus sage que de rester pour prouver quelque chose que personne ne veut comprendre. En pratique, protéger ta paix implique aussi de choisir avec qui tu partages ta vie. Tu ne peux pas avancer si chaque jour tu te disputes avec quelqu'un qui ne respecte pas ton processus. Tu ne peux pas construire si tu passes ton temps à éteindre les feux des autres. Entoure-toi de ceux qui ajoutent, pas de ceux qui drainent. N'aie pas peur d'être seul, si cela signifie retrouver ton centre. La solitude choisie est souvent la porte vers la véritable paix. Quand un homme honore sa paix, il transmet quelque chose qui ne peut pas être feint. On le voit dans son ton, dans son regard, dans la façon dont il répond au conflit. Et cette sérénité est magnétique, parce qu'elle n'impose pas, mais elle impacte. Elle ne crie pas, mais elle se ressent. Elle ne cherche pas à dominer, mais sa présence ordonne. C'est l'énergie. Un mur ne s'effondre pas avec des cris, il s'use en silence. Il en va de même pour la dignité. Elle n'a pas besoin de se défendre, juste de se retirer.
Quand une personne s'éloigne sans faire de bruit, mais avec les yeux fermes et la tête haute, elle laisse une empreinte plus profonde que n'importe quel discours. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent à confronter. Elle est pour ceux qui sont prêts à transcender. Parce que quand le respect disparaît, quand le traitement devient indifférence, moquerie ou manipulation émotionnelle, on ne répond pas avec des larmes ou des scandales. On répond par l'absence, par une froideur stoïcienne, par un retrait qui fait plus mal que n'importe quel mot. Il y a un type de force qui n'a pas besoin de scène, qui n'a pas besoin de témoins. C'est la force intérieure que tu choisis chaque fois que tu décides de ne pas tomber dans les provocations, de ne pas supplier, de ne pas expliquer davantage. Et c'est précisément là que naît le véritable pouvoir. Celui qui ne s'impose pas par la violence, mais qui se manifeste avec calme. Celui qui ne demande pas de reconnaissance parce qu'il se reconnaît déjà lui-même. Cette vidéo est un guide de transformation silencieuse pour celui qui a été ignoré, trahi, rabaissé ou utilisé. Pour celui qui en a eu marre de mendier de la clarté et a décidé de la construire en lui. Inspiré par la philosophie stoïcienne, ici nous ne parlons pas de réactions émotionnelles, mais de stratégie émotionnelle. Pas de crier ta valeur, mais de l'incarner. Chaque leçon que tu vas écouter va t'apprendre à te retirer non pas de la colère, mais de l'intelligence, à imposer des limites sans élever la voix, à disparaître sans te perdre, à guérir sans chercher à ce qu'on le remarque. Parce que quand on devient silence, mais un silence conscient, mature, ferme, on ne peut plus être utilisé, blessé, manipulé. Et c'est l'acte le plus élevé de respect de soi. Reste jusqu'à la fin. Non pas parce que nous le disons, mais parce que si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es plus la même personne qui a permis ce qui t'a une fois brisé. Tu es prêt à parler la langue des sages, celle du silence qui change tout. 1. Retire l'accès sans donner d'explication. Fermer une porte ne nécessite pas toujours un claquement. Parfois, il suffit de tourner la clé de l'intérieur et de disparaître par l'escalier du silence. C'est l'essence de cette première leçon. Parce que tout ce qui vous fait mal ne mérite pas une explication. Ni tout celui qui vous a blessé a le droit de savoir pourquoi vous n'êtes plus là. Pendant longtemps, vous avez cru que partir sans rien dire était injuste, que vous deviez justifier chaque pas que vous faisiez, expliquer vos émotions, donner du contexte pour que l'autre comprenne. Mais la vérité est que celui qui vous apprécie vraiment n'a pas besoin que vous lui expliquiez votre douleur pour reconnaître qu'il vous a blessé. Et celui qui vous ignore, vous humilie ou vous manipule, ne comprendra pas non plus ce que vous dites. Il va seulement utiliser vos mots pour reprendre le contrôle de la narration. C'est pourquoi cette première leçon est si importante. Il s'agit de retirer l'accès, émotionnel, mental, physique, communicatif, sans discours, sans alerte, sans préparatif. Vous ne fuyez pas, vous protégez ce qui vous reste de vous. Vous ne punissez pas, vous récupérez votre espace intérieur. Le respect qu'on ne vous a pas donné, vous vous le donnez en vous éloignant. Cette action n'est pas facile, parce qu'une partie de vous veut être comprise, qui espère encore que l'autre réagira, qu'il s'excusera, qu'il valorisera ce qu'il est en train de perdre. Mais cette attente est un poison. Elle vous maintient pris dans un cycle où le pouvoir est toujours hors de vous. Et le silence est la sortie de ce cercle vicieux. C'est la coupure qui cesse d'alimenter une connexion brisée. Retirer l'accès n'est pas seulement arrêter de répondre aux messages ou bloquer un numéro. C'est un acte interne de détachement. C'est décider que vous n'allez plus prêter vos pensées à celui qui n'a pas su les protéger, que vous n'allez plus vous épuiser à essayer de prouver votre valeur à celui qui a décidé de l'ignorer. Et cette décision, bien qu'invisible, se ressent. Elle se transmet, parce que celui qui jouait avec votre temps, avec votre affection ou avec votre présence, se heurte maintenant à un mur. Et ce mur a été construit avec dignité. Vous n'avez pas besoin de poster un statut pour qu'il sache que vous êtes fatigué. Vous n'avez pas besoin d'écrire une lettre que personne ne lira avec le cœur ouvert. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre départ. Celui qui vous a perdu le saura quand il ne vous trouvera plus, quand son accès aura été supprimé sans scandale, sans drame et sans un seul mot.
Ce type de force n'est pas agressive, elle est élégante, elle ne cherche pas la vengeance, elle cherche la libération. Elle vous sort du combat qui n'a plus de sens, de l'explication qui n'allait jamais être comprise, du besoin de validation qui ne fait que vous affaiblir. Ici, il ne s'agit pas d'orgueil, il s'agit d'auto-respect. Si quelqu'un n'a pas pris soin de votre présence, il ne mérite pas d'explication pour votre absence. Si quelqu'un a joué avec vos émotions, il n'a pas le droit de savoir comment vous vous sentez. Si quelqu'un s'est moqué de votre dévouement, il n'a pas besoin de savoir que vous êtes blessé. Parce que le silence n'est pas de l'indifférence, c'est de la clarté. C'est la voix mature de celui qui a compris que parfois le plus sage est de se taire et de s'éloigner. C'est le premier pas du retrait stoïcien, l'acte silencieux qui initie votre transformation. N'expliquez à personne pourquoi vous êtes parti, que le vide que vous laissez parle pour vous. 2. Monte de niveau en privé. Un arbre ne fait pas de bruit lorsqu'il grandit, mais ses racines se développent sous terre jusqu'à ce qu'un jour, son ombre change tout. C'est ainsi que tu dois grandir maintenant, en silence, sans demander d'attention, sans donner d'explication, sans essayer d'impressionner qui que ce soit. Parce qu'après avoir retiré l'accès, ce qui suit n'est pas de chercher à être remarqué, c'est monter de niveau sans l'annoncer. La plus grande erreur après s'être éloigné d'une relation toxique ou d'un environnement qui t'a épuisé est de croire que tu dois prouver que tu vas mieux. C'est tomber dans le piège de vouloir montrer que tu souris maintenant, que tu vas bien, que tu avances. Mais ce besoin d'être observé est encore une forme de dépendance. Tu leur donnes encore du pouvoir si tu attends qu'ils le remarquent. Ce qui est vraiment puissant, c'est quand tu le fais pour toi, pas pour les autres. Monter de niveau en privé ne signifie pas te cacher. Cela signifie que tu arrêtes de chercher une validation externe, que ta croissance cesse d'être une façon de montrer quelque chose à quelqu'un d'autre et devient un acte sacré de respect de soi. Tu travailles sur toi parce que tu le mérites, pas parce que les autres te voient. Tu lis, tu t'améliores, tu t'entraînes, tu te reposes, tu te reconstruis. Non pas pour prouver un point, mais pour te retrouver. Ce type d'évolution n'a pas besoin d'applaudissements ni de témoins, et c'est précisément pour cela qu'il est si fort. Parce que tu n'es plus sur scène, tu es en processus. Personne n'a besoin de savoir combien de fois tu es tombé, ni combien de fois tu t'es relevé. C'est à toi. Et quand tu en fais quelque chose d'intime, tu ne deviens pas seulement plus fort, tu deviens aussi plus libre. Les gens qui t'ont sous-estimé une fois s'attendront à te voir traîner, souffrir, stagner, et c'est bien qu'ils le croient, tu n'as pas à les corriger, tu n'as rien à prouver. Parce que la vengeance la plus élégante n'est pas celle qui se voit, c'est celle qui devient une réalité qu'ils ne peuvent pas toucher. Dans une nouvelle vie qui n'a pas besoin de leur approbation. Dans une stabilité qui ne s'achète pas avec de l'attention, mais avec un travail interne. Tu n'as pas non plus besoin d'accélérer ton processus pour montrer des résultats. La précipitation est aussi une forme d'anxiété déguisée. Laisse ton progrès mijoter lentement, qu'il mûrisse dans les profondeurs de ton propre esprit. Tout comme le métal est trempé dans le feu, tu es trempé dans la patience, dans le silence, dans le calme. Et cela ne se montre pas avec des photos, cela se reflète dans ton regard, dans ton énergie, dans ta présence. Monter de niveau en privé est aussi une façon de protéger ton énergie. Parce que chaque fois que tu partages tes progrès avec quelqu'un qui ne te respecte pas, tu exposes ton processus à des jugements inutiles, à des commentaires déguisés en conseils, à des regards qui ne célèbrent pas, qui sont en compétition. Grandir en privé, c'est fermer la porte de l'âme pour que tu sois le seul à savoir ce que tu construis à l'intérieur. Et quand viendra le moment, les résultats parleront pour toi. Tu n'auras pas à expliquer quoi que ce soit, parce que ta vie sera la preuve de ta transformation. Cette leçon est un acte de stratégie émotionnelle. Parce que pendant que les autres restent attachés au bruit, tu choisis le silence comme espace sacré de reconstruction. Ici, il n'y a pas de vengeance, il y a de l'évolution. Il n'y a pas de colère, il y a de la concentration.
il n'y a pas de désespoir, il y a de la direction, il n'y a pas de cri, il y a de l'intention. Quand tu montes de niveau sans l'annoncer, personne ne peut t'arrêter, personne ne peut te saboter, personne ne peut se préparer à te contrer. Simplement un jour, tu n'es plus là où ils t'ont laissé. Tu as grandi, tu as guéri, tu as changé. Et le meilleur de tout, c'est qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'intervenir. Parce que tu l'as fait seul et tu l'as fait en silence. 3. Deviens émotionnellement inaccessible. Une maison peut rester debout, mais si tu changes la serrure, tout le monde ne peut plus entrer. Il en va de même pour l'âme. Tu peux rester présent dans la vie des autres, mais sans leur permettre d'accéder à ton monde intérieur. C'est devenir émotionnellement inaccessible. Ce n'est pas devenir froid, c'est protéger ce que tu as de plus précieux, ta paix intérieure. Après t'être retiré et avoir commencé à grandir en silence, vient le moment de faire quelque chose que peu de gens réussissent, fermer les portes émotionnelles par lesquelles tu étais auparavant drainé. Et cela ne consiste pas à mettre une armure, ni à prétendre que tu ne ressens rien. Il s'agit de cesser de donner ton énergie à ceux qui ne savaient pas quoi en faire. Parce qu'être émotionnellement accessible à tout le monde est une forme d'auto-abandon. Tu permets aux émotions des autres d'envahir ton esprit, de contrôler ton humeur et de définir ta valeur. La personne émotionnellement inaccessible n'est pas insensible. C'est quelqu'un qui a appris à reconnaître quelles situations méritent son attention et lesquelles ne le méritent pas, qui ne réagit plus impulsivement, ni ne s'épuise à donner des explications à ceux qui cherchent simplement à l'épuiser davantage, qui ne se lance plus dans des discussions vaines, ni n'a besoin de justifier sa distance, parce qu'il sait que sa paix n'a pas de prix. C'est difficile au début, surtout si tu as grandi en croyant que tu devais tout donner pour être aimé. Si on t'a appris que d'être disponible pour tout le monde faisait de toi une bonne personne. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que cela te laisse exposé, vulnérable face à ceux qui ne sont pas dans ta vie pour prendre soin de toi, mais pour utiliser ta sensibilité comme une arme contre toi. C'est pourquoi ce point est une révolution interne. Devenir émotionnellement inaccessible implique aussi de cesser de réagir aux provocations. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du self-control. Si quelqu'un t'attaque, mais que tu ne réponds pas, ils sont confrontés à un vide qui les déconcerte. Ils attendaient ta colère, tes larmes, ton explication. Mais tu ne donnes plus cela. Parce que tu as compris que chaque fois que tu réponds à quelqu'un qui ne te respecte pas, tu lui donnes du pouvoir sur toi. Et ce pouvoir n'est plus à vendre. Cela signifie aussi ne pas trop t'expliquer. Quand quelqu'un te maltraite ou t'ignore, et que tu ressens le besoin d'expliquer pourquoi cela t'a fait mal, tu essaies de convaincre quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas te voir. Quel est l'intérêt de continuer à parler à un mur en espérant de la compréhension? Il est sage de garder tes mots pour toi, pour ton journal, pour ton processus. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui explosent, ce sont celles qui ne permettent plus aux émotions des autres de dicter leurs mouvements. Celles qui n'ont pas besoin de dire tout ce qu'elles ressentent pour valider qu'elles ressentent. Celles qui deviennent une forteresse émotionnelle, accessible pour ceux qui les respectent, inaccessible pour ceux qui ont déjà prouvé qu'ils ne méritent pas cette proximité. Devenir quelqu'un d'émotionnellement inaccessible est un acte de soin de soi avancé. Tu ne cherches plus à être compris, tu cherches à être en paix. Tu ne supplies plus pour une connexion, tu choisis la qualité. Tu ne partages plus par impulsion, tu partages par confiance. Et cette différence change toute ta vie. Ne te cache pas, élève simplement ton standard. Si quelqu'un doit avoir accès à toi, c'est parce qu'il a prouvé qu'il le mérite. Parce que celui qui joue avec ce que tu ressens ne mérite pas de toucher à nouveau ce que tu as guéri. Et celui qui n'était pas là quand tu en avais le plus besoin ne devrait pas être là maintenant que tu vas à nouveau bien. Ferme-leur la porte émotionnelle et observe comment le respect commence à naître là où il n'y avait auparavant que de l'abus de ta sensibilité. 4. Impose des limites sans bruit. Le feu ne prévient pas quand il brûle, il le fait simplement. Il n'a pas besoin d'expliquer ses conditions. Il n'a pas besoin d'avertissement pour être respecté.
C'est ainsi que fonctionnent les limites bien posées. Elles ne crient pas, elles ne supplient pas, elles n'implorent pas la compréhension. Elles sont simplement là, fermes, silencieuses et percutantes. Si quelqu'un les franchit, il le sent. Et cela suffit. Ce point ne concerne pas les confrontations ou les menaces. Il ne s'agit pas de faire des publications passives agressives ou d'envoyer de longs textes disant que tu en as assez. Cela reste une façon de donner de l'énergie à ce qui t'épuise. La véritable limite s'impose par des actions, quand tu arrêtes de répondre, quand tu arrêtes d'être là, quand tu décides que tu ne vas plus tolérer ce que tu tolérais avant, et tu le fais sans drame, sans bruit, sans l'annoncer. Le problème avec beaucoup de limites, c'est qu'elles sont pleines de mots, mais vides de conséquences. Tu dis que tu ne reviendras pas, mais tu reviens. Tu dis que cela t'affecte, mais tu ne te retires pas. Tu dis que tu mérites plus, mais tu continues à accepter la même chose. Ainsi, tes paroles perdent du poids. Tu deviens prévisible, manipulable. Et c'est là que tu te rends compte que les vraies limites ne s'annoncent pas, elles s'exécutent. Imposer une limite en silence signifie arrêter de justifier tes décisions. Si quelque chose ne te fait pas du bien, tu t'éloignes. Si quelqu'un ne te respecte pas, tu te distancies. Tu ne le négocies pas, tu ne l'expliques pas, tu ne le supplies pas. Le respect commence quand tu arrêtes de tolérer ce qui te diminue. Tu n'as pas besoin que l'autre comprenne, tu as besoin d'être cohérent avec ce que tu sais que tu mérites. Ce type de limite est le plus impactant, parce qu'il coupe le cycle de l'épuisement émotionnel, parce qu'il rompt avec l'habitude de parler, de supplier, de répéter. Tu n'es plus en mode victime, tu es en mode décision. Et cela se voit. Les personnes qui avaient l'habitude de franchir tes barrières commencent à se sentir confuses, non pas parce que tu leur as crié dessus, mais parce qu'elles ne trouvent plus d'entrée. Ce silence leur fait comprendre que tu n'es plus disposé à négocier ta dignité. Poser des limites implique aussi de supporter le vide. Parce que souvent, quand tu arrêtes de permettre ce qui était normal avant, tu te retrouves seul. On te traite de froid, on t'accuse d'exagérer, on essaie de te faire te sentir coupable. Imposer des limites sans bruit éduque aussi. Cela enseigne à l'autre qu'il ne peut plus agir comme avant. Que tu n'es plus disponible pour les jeux, pour les manipulations, pour les dynamiques qui t'épuisaient. Et même si au début ils essaient de tester tes barrières, avec le temps ils comprendront que tu ne joues plus le même jeu. Non pas parce que tu l'as dit, mais parce que tu l'as soutenu. Tu décides qui a accès à ton énergie. Tu décides combien tu donnes, combien tu tolères, combien tu permets. Et cela ne se discute pas, cela s'exerce. Cela devient une partie de ta présence. Cela se perçoit dans ta façon d'agir, dans tes silences, dans tes retraits. Arrête de vouloir être compris par ceux qui ne comprennent que le langage du contrôle. Arrête d'essayer de faire changer les autres. Change-toi. Fais de ton énergie quelque chose de si sacré que celui qui veut être prêt doit le mériter. Et s'ils ne le méritent pas, ils ne seront simplement pas là. Non par haine, pour la paix, pour le respect de soi, pour l'évolution. Parce que quand tes limites parlent plus fort que tes mots, tu commences à vivre à partir d'un endroit où l'amour de soi n'est pas mendiant. Il s'établit, sans bruit, sans permission, sans culpabilité. 5. Arrête de participer là où tu n'es pas valorisé. Un joueur peut avoir du talent, de la force et de la vision, mais s'il est dans une équipe qui ne lui passe pas le ballon, son potentiel s'éteint. Non pas parce qu'il a perdu de la valeur, mais parce qu'il est au mauvais endroit. Et le plus triste n'est pas d'être ignoré. Ce qui est vraiment destructeur, c'est de continuer à participer à un jeu où tu n'es plus pris en compte. C'est le piège. Rester et essayer d'ajouter de la valeur dans des espaces où on ne fait que te soustraire. Être présent dans un lieu où tu n'es pas valorisé n'est pas de la loyauté, c'est de l'auto-abandon. C'est comme donner de l'oxygène à celui qui t'asphyxie. C'est vouloir construire avec des personnes qui n'apparaissent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose de toi. Et tu le sais, tu le sens. Ce sentiment silencieux que tu n'es plus écouté, que tu n'es plus pris en compte, que tu es là par obligation ou par peur d'être seul. Mais cette présence n'est pas du respect, c'est de l'usure. Il est difficile d'accepter que tu n'es pas valorisé, parce que cela t'oblige à regarder la vérité sans filtre,
à arrêter de te justifier, à arrêter d'attendre, à arrêter de chercher des raisons de rester. Mais au moment où tu le reconnais, quelque chose en toi s'allume. Le respect de soi se réveille. Et alors tu comprends que continuer à participer n'est plus de la noblesse. C'est une trahison envers toi-même. Quand tu arrêtes d'insister, quand tu décides de faire un pas en arrière et de te retirer, tout commence à se mettre en ordre. Parce que le silence nettoie aussi. Parce que ton absence clarifie ce que ta présence ne pouvait plus soutenir. Tu n'as pas besoin de faire une scène, tu n'as pas besoin d'annoncer que tu pars, tu dois juste partir, quitter cet espace où on t'utilisait, où on te tolérait, où on ne te cherchait que quand cela les arrangeait. Non pas pour te venger, mais pour protéger ce que tu vaux. Ce type de retrait est un acte de maturité émotionnelle. Tout le monde ne le comprend pas. Certains le verront comme de la froideur, de l'égoïsme, de la trahison. Mais ce n'est pas le cas. C'est de la cohérence. Parce que ton temps, ta présence, ton affection sont des ressources sacrées. Et si quelqu'un ne les valorise pas, alors il ne mérite pas de les avoir. Aussi simple que ça. Rester en espérant qu'il change, c'est comme arroser une pierre en espérant qu'elle fleurisse. Peu importe combien tu essaies, ça ne va pas arriver. L'erreur n'est pas d'avoir fait confiance. L'erreur est de rester là quand tu as déjà vu tout ce que tu avais besoin de voir. L'indifférence, la moquerie, le mépris silencieux, les messages non répondus, les excuses constantes, tout cela est une réponse. Et quand tu apprends à lire entre les lignes, tu n'as plus besoin de mots pour prendre des décisions. Les faits te suffisent. Arrêter de participer, c'est aussi arrêter de justifier pourquoi tu le fais. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu t'es éloigné. Celui qui ne t'a pas valorisé saura pourquoi tu t'es perdu. Et s'il ne le comprend pas, cela n'a pas d'importance non plus, parce que tu n'es plus là pour plaire. Tu es là pour te construire, pour te guérir, pour grandir. Et ce processus nécessite des espaces qui te nourrissent, pas qui t'absorbent. Pose-toi cette question chaque fois que tu te sens confus. Quelle version de moi apparaît quand je suis avec ces personnes? Si c'est une version insécurisée, silencieuse, brisée ou frustrée, alors tu as ta réponse. Ton silence sera le nouveau langage avec lequel tu communiqueras ta valeur. Tu n'as pas besoin de crier que tu pars. Tu as juste besoin d'arrêter d'être là et tu verras comment l'énergie change, comment ton esprit s'éclaircit, comment ton estime de soi se recompose. Parce que cesser de participer là où tu n'es pas valorisé n'est pas un acte de faiblesse, c'est une déclaration de force. Une qui se dit sans mots, mais se ressent comme un rugissement. 6. Désactive l'impulsion d'expliquer ta douleur. Exposer la blessure au même air qui l'a infectée ne la guérit pas, elle l'approfondit. C'est ce que tu fais chaque fois que tu essaies d'expliquer ta douleur à ceux qui l'ont causée ou à ceux qui ne se sont jamais souciés. Tu espères de la compréhension, de la validation ou au moins un minimum de signes d'empathie, mais ce que tu reçois la plupart du temps, c'est de la froideur déguisée en neutralité, de l'indifférence qui coupe plus que n'importe quel mot. Et tu finis par te demander pourquoi tu continues à saigner après avoir tout donné. Il faut rompre avec ce besoin, de manière radicale, ferme, consciente. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu as ressenti. Tout le monde n'a pas la capacité émotionnelle de comprendre ce que tu as vécu. Et continuer à donner tes émotions à des personnes qui ne savent les utiliser que comme des armes n'est pas du courage. C'est de l'auto-abandon. C'est supplier d'être vu par celui qui a décidé de t'ignorer il y a longtemps. C'est laisser les autres réécrire ton histoire sans même la connaître. Tu n'es pas obligé d'expliquer pourquoi tu as changé, pourquoi tu n'appelles plus, pourquoi tu ne souris plus de la même manière, pourquoi tu t'es éloigné. Tu n'es pas obligé de raconter comment on t'a brisé en petits morceaux. Tu n'as pas à transformer ta douleur en leçon pour celui qui n'a jamais été disposé à apprendre. Si quelqu'un te valorisait vraiment, il ne te demanderait pas d'expliquer pourquoi tu vas mal. Il le saurait, il le sentirait, il le respecterait. Cette impulsion de t'expliquer naît de l'espoir d'être compris, mais c'est un piège très dangereux. Parce que dans le processus de t'ouvrir, tu te dénudes à nouveau devant celui qui t'a déjà fait défaut. Et te voilà encore,
attendant des mots de réconfort là où il n'y a que du vide. Rien ne te détruit plus que d'attendre de l'humanité là où il n'y a que de l'ego. Si tu as déjà vu qui est qui, pourquoi insistes-tu à te montrer vulnérable devant les mêmes yeux qui n'ont jamais su te regarder? Garder ta douleur pour toi n'est pas de la lâcheté. C'est du respect de soi. C'est de la protection. C'est savoir que tout ce que tu ressens ne doit pas être partagé, surtout avec celui qui ne saurait pas le soutenir. C'est choisir le silence comme bouclier. C'est fermer la bouche, non pas par peur, mais par sagesse. Parce que tu as compris que parler à celui qui n'écoute pas, c'est comme jeter des graines sur du ciment. Rien n'y pousse, tu t'épuises seulement. Arrêter d'expliquer n'est pas devenir froid, c'est devenir sélectif. Tes émotions sont sacrées. Ton processus est intime. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas du matériel de jugement, ce n'est pas un argument pour convaincre quelqu'un. Si quelqu'un n'a pas vu ce que tu valais quand tu étais présent, il ne mérite pas de comprendre ton absence. Si quelqu'un t'a ignoré quand tu pleurais, il n'a pas le droit de connaître tes motifs. Si quelqu'un a joué avec tes limites, il n'a pas besoin de savoir pourquoi il a rencontré un mur. Quand tu désactives l'impulsion de t'expliquer, tu reprends le contrôle. Tu commences à guérir de l'intérieur. Tu écris pour toi, tu penses à toi, tu travailles sur toi. Tu ne cherches plus à ce que l'autre comprenne, parce que tu as compris. Et cela suffit. Il ne s'agit plus de convaincre, il s'agit de lâcher prise. Lâcher la nécessité d'approbation, d'explication, de réponse. Parce que le silence est aussi une réponse, et souvent la plus puissante de toutes. La prochaine fois que tu ressens l'urgence d'expliquer comment on t'a brisé, souviens-toi de ceci. Celui qui veut comprendre le fera dans ton silence, et celui qui ne veut pas comprendre ne le fera pas même avec 1000 mots. Parfois, se retirer sans explication est l'acte d'amour-propre le plus fort, le plus clair, le plus nécessaire. Parce que tu ne fuis pas, tu fermes le cycle sans bruit. Et cela, même s'il ne le voit pas, change tout. 7. Transforme la blessure en direction. Les fissures ne signifient pas toujours la faiblesse. Parfois, ce sont des chemins où la lumière pénètre. Ce qui t'a fait mal n'est pas venu seulement pour te briser, il est aussi venu pour te montrer une direction. Mais tant que tu continues à voir la blessure comme une punition, tu resteras coincé dans la douleur, sans avancer, répétant mentalement ce que tu ne peux plus changer. La transformation ne commence pas lorsque la douleur disparaît, mais lorsque tu décides de l'utiliser comme un élan pour te déplacer vers l'endroit où tu mérites vraiment d'être. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, ni de prétendre que tout a un but dès la première seconde. Il y a des coups qui confondent. Il y a des pertes qui ne sont pas comprises au début. L'important n'est pas de trouver un sens immédiat, mais de ne pas rester paralysé. Te demander ce que tu peux faire avec ce qui t'a fait mal. Comment tu peux transformer cette cicatrice en une boussole. Transformer la blessure en direction signifie arrêter de vivre à partir de ce qu'on t'a fait et commencer à vivre à partir de ce que tu choisis maintenant. C'est quand tu dis « Cela m'a marqué, mais cela ne me définit pas. Cela m'a fait mal, mais cela ne va pas guider ma vie par inertie. » Et tu commences à prendre des décisions différentes, plus à partir du manque, mais à partir de la clarté. Plus pour éviter que cela ne se reproduise, mais pour construire quelque chose de plus solide, de plus digne, de plus à toi. Ce point est clé, parce que beaucoup restent bloqués ici. Ils répètent des liens, justifient des mauvais traitements, reviennent à ce qui les a blessés simplement parce que c'est familier. Ils deviennent accros au cycle. Et la douleur, au lieu d'ouvrir les yeux, devient une encre. C'est pourquoi il est si nécessaire de s'arrêter, observer, et te demander avec honnêteté « Qu'est-ce que cela m'enseigne? Où cette expérience me pousse-t-elle? Quelle version de moi-même ne peut plus exister si je veux avancer ?» Ce n'est pas facile, parce que se transformer fait plus mal que la blessure initiale. Cela t'oblige à lâcher des excuses, à te regarder sans filtre, à prendre des décisions qui n'ont pas toujours des applaudissements. Mais c'est là que tu deviens fort, où tu comprends que tout ce chaos que tu as vécu avait une fonction, te faire choisir une nouvelle direction, une direction plus alignée avec toi, avec tes valeurs,
avec ta dignité. Arrêtez d'utiliser la blessure comme justification et commencez à l'utiliser comme moteur. Change toute ton énergie. Change ton langage, tes habitudes, tes relations. Tu ne cherches plus des coupables, tu cherches des chemins. Tu ne répètes plus des histoires, tu en écris de nouvelles. Et la douleur est toujours là, mais elle ne crie plus. Cette transformation est silencieuse, personne d'autre ne la voit au début. Mais tu la sens. Dans la façon dont tu te parles, dans la façon dont tu poses des limites, dans la façon dont tu choisis tes espaces, dans la façon dont tu n'acceptes plus moins que ce que tu sais que tu mérites. C'est un type de force qui ne se montre pas avec fierté, mais avec présence. Une sérénité que tu n'avais pas avant. Une direction qui est maintenant à toi. Les blessures les plus profondes ne se ferment pas avec le temps, elles se ferment avec l'action. Action consciente, action alignée, action qui naît du respect pour ce que tu as vécu et de l'engagement envers ce que tu vas construire. Tu n'es pas brisé, tu es redirigé. Tu n'es pas perdu, tu te réveilles. Tu n'es pas faible, tu prends forme. Et quand tu le comprends, tu ne regardes plus ta douleur avec pitié. Tu la regardes avec gratitude. Non pas parce que tu en avais besoin, mais parce qu'elle t'a poussé à te voir. Et cette rencontre avec toi-même, bien qu'elle fasse mal, est la base de toute transformation réelle. Parce que tu ne marches plus à partir de la blessure. Tu marches à partir du choix. Et cela change tout. 8. Disparaître avec dignité. Une ombre ne crie pas quand elle s'éloigne, elle se retire simplement avec le soleil. Ainsi doit être ton départ, des lieux où tu n'es plus le bienvenu, où ta valeur a été ignorée, où ta présence est devenue invisible. Tu n'as pas besoin de claquer la porte, ni de laisser des mots flotter dans l'air pour montrer que tu es blessé. La véritable force se voit chez celui qui part sans avoir besoin d'être vu, parce qu'il comprend que la dignité ne se négocie pas, elle s'incarne. Disparaître avec dignité n'est pas disparaître de la vie, c'est disparaître du conflit, du jeu émotionnel, du lieu où on te rabaisse pour se sentir supérieur. C'est cesser d'être là où tu t'épuisais à essayer d'être compris. C'est prendre tout ce que tu as appris, recueillir ta paix et faire demi-tour sans regarder en arrière. Pas par orgueil, par intelligence émotionnelle, par respect de soi. Beaucoup pensent que partir sans explication est lâche, mais il faut plus de courage pour se retirer en silence que pour rester à mendier de la reconnaissance. Il faut de la force pour accepter qu'il n'y a plus rien à dire, que la conversation s'est terminée il y a longtemps, même si les mots continuent d'essayer de sauver ce qui n'existe que dans ta tête. Quand tu disparais avec dignité, tu ne perds pas. Tu choisis de ne plus lutter pour ce qui a perdu de la valeur. La sortie sans scandale déconcerte, parce que celui qui a joué avec toi attend une réaction, une supplication, une explosion émotionnelle qui lui confirme qu'il a encore du pouvoir. Mais quand il ne l'obtient pas, quand il ne reçoit que ton silence en réponse, il comprend qu'il a perdu quelque chose qu'il ne récupérera jamais. Non pas parce que tu l'as perdu, mais parce que tu as décidé de ne plus offrir l'accès à ce qui était autrefois sacré. Ton dévouement, ton attention, ta vulnérabilité. Ce type de disparition n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. Tu ne cherches plus à blesser ni à laisser une empreinte forcée. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es parti parce que tu n'avais plus rien à donner, parce que tu as compris que ton énergie n'est pas infinie, et que rester là, c'était continuer à t'éteindre. Et tu n'es pas venu dans ce monde pour te réduire, pour t'adapter. Tu es venu pour t'agrandir là où on te comprend, sans que tu aies besoin de t'expliquer tout le temps. Cela implique aussi de disparaître des conversations qui ne te nourrissent pas, des dynamiques qui se répètent comme un cycle toxique, des lieux où ta présence ne sert que de joker émotionnel. Tu ne fuis pas, tu te libères. Tu ne punis pas, tu choisis. Parce que tu en as eu assez de te mettre en second plan en attendant d'être vu. Et tu as décidé que la priorité, c'est toi. Disparaître avec dignité, c'est l'art de se retirer en laissant clair, sans mots, que ce que tu as perdu ne se compare pas à ce que tu vas récupérer maintenant que tu es en paix. Que le silence n'est pas une faiblesse, c'est une décision. Que ton absence ne cherche pas à causer du tort, elle cherche à restaurer l'ordre interne.
Tu n'as pas besoin de laisser des marques pour prouver que tu étais là. Ton changement sera évident quand tu ne seras plus disponible pour ce qui te brisait auparavant. Quand tu partiras, ne regarde pas en arrière, parce que celui qui t'a perdu n'a pas besoin de te voir partir pour s'en rendre compte. L'écho de ton silence sera suffisant. Et toi, en revanche, tu seras de l'autre côté, en train de te reconstruire loin du bruit, avec plus de dignité, plus de clarté et plus de force que jamais.